J'enchaîne donc. Voilà. Bienvenue, Madame la Ministre. Alors, généralement, quand on intervient juste avant l'arrivée d'un ou d'une ministre, si la personne n'est pas dans la salle, on nous demande de meubler. Et si elle est dans la salle, on demande d'aller vite. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc j'ai vraiment un très grand plaisir à intervenir à la fin de cette journée. D'abord parce que c'est un sujet, pour les gens qui me connaissent, qui me motive beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis surtout, les travaux qui ont été menés ont été de très grande qualité. Alors il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire. On n'avait pas de doctorants, on n'avait pas beaucoup de PME, mais c'était quand même d'une très grande qualité. Et je voudrais vraiment commencer mon intervention par remercier tous ceux qui sont intervenus. Donc vous voyez les logos qui ont contribué à la mise en place de cette journée, la NRT, l'ABG, le CDFI, France Université, le ministère bien sûr, le MEDEF et le Réseau national des écoles doctorales. Mais le côté opération a été assuré grandement par la NRT, et il faut remercier Clarisse Angelier et Nadège Bouquin pour cette excellente journée. Bravo Clarisse, bravo Nadège. Et Pierre Boutard. Ah oui, Pierre. Puisqu'il y a... C'est bien... Puisqu'il y a sur vos chaises, vous avez le rapport des travaux qui ont préfiguré cette journée. Alors, mon intervention s'appelle « Pour un plan national en faveur du doctorat ». Alors, je vais vous dire le pourquoi. Et déjà, en introduction, parce que souvent c'est un mal français, on l'a vu aujourd'hui, on aime bien s'auto-flageller, ça on n'est pas... L'objet n'est pas de dire que ce qui a été fait n'a pas été bien, et depuis 15 ans, dans l'environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement supérieur, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses positives, des grandes transformations. On est en cours là, avec la loi de programmation de la recherche, d'autres transformations, d'efforts sur le sujet. Donc, la question, elle n'est pas en regard de ce qui a été fait. La question, elle doit être en fait dans une sphère plus large. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. On a beaucoup discuté sur ce qui se passait en France. Et en fait, l'objet, ce qui doit nous motiver aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'échelle internationale. Sébastien Chevalier nous a fait une excellente présentation sur l'état du doctorat. On voit qu'au mieux, on stagne, on diminue un peu. Bon, on a des effets d'après-Covid, on ne sait pas trop où s'arrêtent les vagues. Mais en gros, voilà, depuis 10 ans, le nombre de doctorants et de docteurs est à peu près le même en France. En Allemagne, il est de 20 à 30% supérieur sur la même période. Là, ils ont des petits problèmes de recrutement, mais la dynamique est là. Europe du Nord, et Europe du Nord, je prends large, on va dire du Pays-Bas jusqu'à la Finlande, la croissance est très importante. Les États-Unis, la croissance est importante, et là, elle est boostée par tous les plans Biden qui se suivent les uns derrière les autres, et je peux vous dire, moi je les vois de chez Nokia, l'argent coule à flot. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, l'argent coule à flot. Je ne parle pas de la Chine, qui sur la même période est passée à 100% pratiquement. Alors, ils partaient de plus loin, mais il y a eu un investissement et une politique forte. Et dans la Chine, c'est vraiment le propos qui doit nous motiver. Il y a bien sûr une volonté de faire monter en compétences, de franchir des classes sociales, etc. Mais il y a une ambition de soft power redoutable. La Chine est partout aujourd'hui. Et donc, c'est ça notre enjeu, c'est de savoir dans quelle dynamique on se situe à l'échelle internationale. Et donc, c'est vraiment le point important. Et souvent, en fait, en France, on raisonne avec le système des entreprises françaises, etc. Donc, c'est très bien. On a vu beaucoup d'entreprises ce matin qui sont très impliquées. Mais en fait, même nos questions de souveraineté nationale ne résident pas que dans les headquarters des entreprises qui résident en France. Il faut bien le comprendre. Beaucoup de transformations du numérique aujourd'hui sont portées par des entreprises américaines, et on voit que sur certains sujets, elles investissent en France parce qu'il y a des compétences sur l'IA, etc. Et c'est aussi là qu'on va trouver les enjeux de souveraineté, de soft power de la France. Le meilleur exemple... c'est pas pour faire la pub de Yann LeCun, mais je l'aime bien. Mais Yann, il a fait sa thèse comme moi, je crois, à Pierre et Marie Curie. Enfin, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Ensuite, il a fait un postdoc
en Angleterre, il a été aux US, il a été au Bell Labs, magnifique, et puis après il a été à l'Université de New York, il a été recruté par Facebook, mais il l'a pas oublié, il est revenu s'impliquer dans son écosystème initial, et à l'heure où on parle, il y a un grand événement sur l'IA qui rassemble, etc. Et donc ça repositionne la France, et donc ça c'est vraiment un enjeu important. Alors, pourquoi il faut re-questionner notre ambition sur le doctorat? Parce que le doctorat, beaucoup considèrent que c'est un diplôme, c'est le plus haut, c'est le PhD d'ailleurs, il faut pour se positionner, c'est le plus haut diplôme universitaire et c'est vraiment la référence internationale et c'est là-dessus que la compétition se fait à l'échelle internationale. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un diplôme et ça a été, je résume, hein, mais ça a été très bien dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit en anglais, a journey. C'est un chemin. C'est tout cet apprentissage, tous ces échecs, cette bataille avec ses pairs, cette ambition d'aller défendre son projet. Tous les docteurs, je dirais, pleurent dans les 3 ans de leur thèse, et ça fait partie du chemin, mais ils ont aussi des grandes joies. Ils les partagent, justement, on avait tout à l'heure le témoignage de ce qui se passait en Allemagne. Cet apprentissage-là, dans les dynamiques d'aujourd'hui, quand ils intègrent à la fois les structures académiques que les entreprises, ça a énormément de valeur. Et on voit à la différence, c'est pour ça qu'en fait, des fois, ils rentrent dans les structures de recherche, mais pour beaucoup, les docteurs évoluent un peu partout. Et quand on regarde les hyperscalers, justement, je reviens, qui sont d'ailleurs plein d'Indiens, qui sont issus de toute cette dynamique, ils sont responsables du marketing, ils sont responsables des lignes de produits, on les retrouve partout. Et donc, c'est vraiment cette capacité à emmener avec soi son expérience qui va nourrir après dans le développement professionnel. En France, donc, on a eu, et je reviens là-dessus parce que c'est un point de réflexion qui doit nous guider sur le futur, on a eu un grand nombre de PIA, 1, 2, 3, des ICIT, des rapports excellence, des IRT, des ITU, des IHU, et chacun, finalement, ont porté, pour beaucoup, enfin moi j'ai des créations de thèses. Donc en fait, un investissement important sur 10 ans. Pour autant, le nombre de doctorants est resté le même. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des transferts, c'est assez évident, enfin en partie. Et donc, il faut se dire, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever l'échafaudage, si je puis dire, puisqu'il y a des structures qui ne s'intègrent pas dans une éternité. Donc, il y a ces questions qu'il faut se poser, c'est que on stagne, mais on peut peut-être diminuer. Et puis maintenant, aujourd'hui, on voit un questionnement qui n'était pas aussi lisible il y a quelques mois, même quelques années, qui est l'attractivité. Parce qu'évidemment, tous les pays ont cette dynamique en se disant il faut former des doctorants qui vont transformer nos entreprises, qui vont influer à l'échelle du monde. Même s'ils rentrent dans le board de telle entreprise, il investira en France, enfin dans le pays concerné, etc. Donc on est dans cette démarche-là et sur l'attractivité, on voit qu'on a un peu moins d'attractivité que d'autres pays depuis quelque temps. Je crois l'intervenant du CEA tout à l'heure, où il y a un flot permanent de doctorants, même sur des sujets archi-financés, tracés d'un point de vue de développement professionnel comme le CHIP Act, etc. Il dit qu'il a du mal à recruter. Donc on a aussi un problème là-dessus qui est clairement lié à la visibilité de notre PhD, pour reprendre la manière dont et j'aimais bien tout à l'heure le commentaire qui a été fait, comment on le market, comment on le repositionne sur le marché, c'est un enjeu important aussi à partager. Donc, avant de répondre à la question pourquoi un plan, je vais quand même dire 2 mots de l'ABG, parce que sinon Vincent Mignotte va m'incendier à l'issue de la présentation. Mais l'ABG, c'est l'association Bernard Grégory, qui depuis 40 ans, avec un support important du ministère qu'on remercie, et des entreprises, interagit avec les doctorants, les docteurs, fait beaucoup de formations justement pour l'encadrement, formation pour attaquer le marché, pour se présenter sur le marché. Il y a une plateforme de visibilité des docteurs très large et maintenant de plus en plus d'entreprises l'utilisent pour aller chercher des profils spéciaux. Donc l'ABG vraiment est impliqué dans cette démarche-là. Alors pourquoi un plan en faveur du doctorat? Pour les raisons de soft power et qui sont très préoccupantes. Alors évidemment, ce n'est pas un impact qu'on verra dans les 6 mois qui viennent, c'est à l'échelle de 5-10 ans, mais c'est fondamental de repositionner la démarche de la France et de s'appuyer sur, encore une fois, le repère international qui est le PhD, le remettre sur la plus haute marche. Il y a
plein de vieux problèmes qu'on avait en France, interaction grandes écoles, etc. Bon, je pense que maintenant, les écoles vont, et de plus en plus, former des doctorants. Je ne suis pas tout à fait convaincu du chiffre de Thierry Coulon tout à l'heure, 33% de docteurs à un Polytechnique, mais peu importe. Même, ça va venir, ça va être la démarche. Et donc ça, c'est des vieux problèmes. Donc maintenant, mettons en marche avant pour accroître fortement. Je pense qu'aujourd'hui, on a 15 000 entrants doctorants. Il faut passer, dans une échelle de 5 à 10 ans, à 25 000 si on veut renverser la machine, si on veut peser. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, mon objectif, c'est pas de le faire ici. Il y a des propositions dans le rapport qui a été distribué de la NRT. Mais en fait, il y a à se poser. Et c'est ça la démarche, en fait, de dessiner un grand dessin. Et il y a une impulsion importante, Madame la ministre, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais en fait, ça concerne tous les ministères, les entreprises. Je pense qu'il y a un pool de développement important dans les PME. On a 15 000, 18 000 PME innovantes en France. Toutes n'ont pas des doctorants, mais en fait, il y a une capacité de développer le doctorat dans cette comme le font les Allemands d'ailleurs, hein, souvent, même si c'est avec le Fraunhofer, mais il y a des passerelles. Donc là, il y a tout ce potentiel-là. Accroître l'attractivité, je l'ai dit. Et puis, c'est aussi un lien important dans l'interaction publique-privée. Beaucoup de choses ont été améliorées ces dernières années, mais aussi dans les benchmarks internationaux, moi je les vois, c'est mon métier chez Nokia, on a encore beaucoup de poches d'amélioration. Et je vais en citer une, alors un peu provocative, mais c'est quand même un signe. Quand on monte une thèse, avant, le support du laboratoire, c'était 5 000, 10 000 euros par an. Maintenant, c'est 15, 20 000. Avant, on discutait avec un directeur de labo. Maintenant, on discute avec un directeur de la valorisation. Des fois, c'est avec un correspondant de la SAT. J'ai même entendu dire, bon, bah, de toute façon, vous toucherez tant de la NRT, donc on veut au moins récupérer plus. Bon. Je comprends les problèmes de financement, etc., mais ce n'est pas du tout le bon chemin pour accroître l'interaction publique-privée. Il faut dynamiser ça, il faut fluidifier les choses, il faut sortir de ces calculs des fois d'épicier, des fois compliqués sur l'IP qui empêchent la fluidité. Les pays où c'est fluide, en Israël, sur la Silicon Valley, tous ces débats, ils n'existent pas. Donc, il nous faut, encore une fois, et je vais terminer là, il ne faut pas s'auto-flageller en France parce qu'on a plein de potentialités, on a plein d'énergie, beaucoup de choses ont été faites, donc il ne s'agit pas de... Mais il y a un risque, un vrai risque de perte de soft power de la France à l'échelle de 10 ans dans les grandes entreprises qui se consolident, parce qu'en fait, on est sur une photographie qui a 30 ans où on avait des champions dans chaque secteur. Mais en fait, maintenant, les choses se consolident. Et donc, s'il n'y a pas le headquarter en France, mais il faut être dans les entreprises et avoir des ressources. Et c'est cet enjeu-là qu'il faut adresser. Et j'espère qu'il y aura une impulsion qui sera donnée. Et donc, merci de votre attention.